Si vous entrez dans cette vidéo avec l'espoir d'y dégoter des œuvres qui vous expliqueront comment devenir la meilleure version possible de vous-même, comment gagner 1 million par mois en 1 an de travail, ou écrire un roman en 5 minutes par jour, vous pouvez d'ores et déjà revenir à la page précédente. Ici, vous ne trouverez aucun de ces livres de développement personnel criblant les rayons de nos supermarchés ou nos feeds Instagram. Si j'ai certes apprécié, à leur façon, des bouquins comme Les 4 accords Toltec, L'art subtil de s'en foutre ou La semaine de 4 heures, pour n'en citer qu'une poignée, j'aime encore à croire que dans 100 ans, 1000 ans, davantage de lecteurs auront été inspirés par des livres tels que ceux que je m'apprête à vous citer, plutôt que des sortes de questionnaires à choix multiples, cochant le maximum de cases afin de plaire au plus grand nombre. Fidèle à l'esprit de cette chaîne, j'aimerais vous parler d'œuvres littéraires avant tout. Des œuvres écrites par des écrivains, n'ayant aucun compte à rendre au lecteur, mais parvenus, par la seule force de leur histoire, parfois leur propre vie, à inspirer des générations d'êtres humains. Si vous estimez être en accord avec cet avant-propos quelque peu abrupt, nous pouvons nous entendre, vous et moi. Autrement, la touche Backspace est votre meilleur ami. Comment aurais-je pu démarrer cette liste autrement qu'avec le premier livre à avoir eu un impact direct sur ma vie ? Sur la route est un bouquin que j'ai eu la chance de découvrir à l'âge parfait, 20 ans, période où l'on commence à déployer ses ailes, ce dont il est précisément question ici. Publié en 1957, Sur la route est un récit semi-autobiographique, furieux et bruyant, qui relate les folles déambulations de l'auteur et ses amis marginaux à travers une Amérique d'après-guerre dont il cherche à fuir la morosité et l'atmosphère coercitive. Chaoté entre les nombreuses rencontres atypiques qu'il y fera et l'étendue infinie des paysages sur lesquels la route s'étire, tel un tapuscrit sans fin sur une machine à écrire, le lecteur vit cette folle épopée comme s'il s'agissait de la sienne, au rythme d'un jazz bebop endiablé, au fil d'un récit d'une somptueuse crudité poétique, où chaque page sent l'essence, la sueur, le sexe et le whisky bas de gamme. Une invitation à écraser la pédale d'accélérateur pour arracher le macadam et franchir des horizons nouveaux. Oubliez le fait que ce livre a paru il y a presque 70 ans, que tous ses protagonistes sont aujourd'hui morts et enterrés. Oubliez sa légende, oubliez l'impact qu'il a eu sur la littérature, qu'il a donné naissance à un mouvement socio-culturel à part entière, la Beat Generation, qui a elle-même enfanté les hippies. Oubliez tout ça, parce que c'est ainsi que Kerouac aimait que l'on approche son œuvre, détaché de toute béatitude niaiseuse. Contentez-vous de vous asseoir sur la place du mort et foncer avec lui à travers l'existence. Tous ces lecteurs ne deviendront pas des vagabonds ou clochards célestes, comme Kerouac les appelait, mais ça n'a pas d'importance, tant que, juste un instant, le temps du voyage, vous conserviez les yeux grands ouverts. Changeons radicalement de style avec un ouvrage atypique. Louange de l'ombre, un essai écrit par Junichiro Tanizaki. Si les Japonais ont toujours eu instinctivement conscience des écarts entre la culture occidentale et celle de leur pays, Junichiro, qui fut en son temps l'un des très rares d'entre eux à parler l'anglais, avait une érudition et compréhension de l'Occident qui lui permirent d'y mettre les mots pour dresser un parallèle parmi les plus édifiants et raffinés qu'il m'ait été donné de lire. Louange de l'ombre est un essai qui s'intéresse en particulier
à l'importance accordée à l'ombre au sens général dans la culture de son pays, autrement dit, ce qui est obscur, masqué, qui ne se voit pas toujours, mais dont on devine ou imagine la présence. Ce petit livre, qui peut se lire en une grosse après-midi, a des aspects quasi méditatifs, attirant l'œil du lecteur sur une infinité de détails insignifiants, mais qui finissent par en devenir une philosophie à part entière. Je vous garantis qu'après l'avoir lu, vous ne contemplerez plus jamais de la même façon les ombres et reflets danser à la surface de votre thé ou soupe miso, ou la patine sédimentant certains objets. Un livre qui a eu un impact considérable sur mon œil d'écrivain et les atmosphères que j'ai pu chercher à retranscrire dans mon roman Médusa, par exemple. Pour produire une œuvre romanesque, une femme doit avoir un peu d'argent et une pièce à soie. C'est ce constat qui sous-tend tout l'essai de Virginia Woolf, Une chambre à soie, paru en 1929. Au fil de ce texte, qui se base sur plusieurs conférences qu'elle donna dans des universités pour femmes en 1928, la même année, je le rappelle, où celles-ci obtinrent en Angleterre le droit de vote, Virginia Woolf explique en quoi les femmes ont été bridées à travers l'histoire et pourquoi si peu d'entre elles sont parvenues à la marquer ou s'y frayer une place. La faute à une société masculine coercitive, les cantonnant à un rôle précis, réducteur et chronophage, dévorant tout leur temps libre, et donc celui où elles auraient pu avoir la liberté de s'asseoir à un bureau et réfléchir, et écrire, et produire une œuvre. Pour sa démonstration, elle invente entre autres une sœur à Shakespeare et nous fait observer que celle-ci, même en ayant le génie de son frère, n'aurait jamais pu, à son époque, produire de telles pièces et poèmes. En tant qu'homme, c'est un texte tout aussi intéressant parce qu'il vous force à observer les choses sous un angle inédit, et même si la condition féminine a bien évolué depuis sa parution en 1929, le livre met à jour et vous permet de remonter les ramifications très profondes de ce qu'on appelle aujourd'hui patriarcat et comment certaines choses, considérées comme normales ou immanentes, ne sont en fait que l'aboutissement d'un vaste échafaudage enfoui depuis des siècles dans la psyché masculine. Ce quatrième livre s'adresse tout particulièrement à celles et ceux d'entre vous intéressés par l'écriture. Écriture, mémoire d'un métier, par Stephen King, est en effet, comme son nom l'indique, une autobiographie littéraire du maître de l'horreur. Celui-ci, tout en contant son parcours de romancier, dresse des parallèles entre sa vie et son œuvre, dispensant au fil des pages de précieux conseils très pragmatiques, loin de l'esbrouf et des platitudes habituelles que l'on trouve par exemple sur les réseaux. King insiste notamment sur le travail, l'idée que tout n'est qu'affaire de pratique, qu'une muse n'apparaît pas comme par magie, mais se convoque grâce à la rigueur et discipline. Il préconise d'écrire 2000 mots par jour, soit une moyenne de 5 à 7 pages, sans quoi, impossible de devenir un écrivain compétent. Un livre très drôle aussi, où le romancier parvient, comme il sait si bien le faire, à tisser un lien de complicité avec le lecteur, nous ouvrant le portail de son esprit pour nous happer dans son monde et nous inspirer. Ceux qui suivent ma chaîne savent que je ne suis pas un immense fan des romans de King, mais ce livre a très largement contribué à changer mon regard sur cet auteur ultra prolifique dont la production, quasi industrielle, a parfois du mal à nous surprendre. Au fil des chapitres, j'ai compris la philosophie de cet artisan des mots, peaufinant au fil des décennies son art et sa technique, tel un vieux maître,
et le plus humblement du monde. Vous est-il déjà arrivé, à la lecture d'un livre, d'avoir brusquement envie de sortir de chez vous, de voyager pour tout voir, tout apprendre et tout connaître, rencontrer des personnes de tous bords et opinions avec qui vous pourriez avoir des discussions enflammées des heures durant? C'est ce que j'ai ressenti à la lecture de L'Amérique par Joan Didion, une anthologie d'articles écrits par l'immense reporter qu'elle fut à ses débuts et demeura toute sa vie, avant même de devenir la géniale romancière que l'on connaît. Au fil de cette sélection d'une dizaine de chroniques, publiées pour la plupart dans les années 60-70, Didion esquisse le portrait d'une Amérique tiraillée entre ses vieux mythes, stars de cinéma, grosses cylindrées, pulsions impérialistes, et l'envers du décor plein de laissés-pour-compte jonchant ses bas-côtés. Elle nous immerge entre autres dans la contre-culture d'une époque révolue, à la rencontre de hippies de San Francisco, puis en prison où elle s'entretient avec Linda Kasabian, membre du groupe qui assassina Sharon Tate en 1969. Elle se rend sur un tournage de film au Mexique pour y suivre un John Wayne vieillissant, idole de son enfance, puis débarque dans un studio d'enregistrement à la rencontre des Doors, guettant désespérément l'arrivée de leur chanteur Jim Morrison. Son style se définit par une approche très journalistique, tout en étant d'une grande subjectivité, Didion ayant en effet toute sa vie remis en question la possibilité même d'écrire un article de façon neutre, manière de voir qui donnera d'ailleurs naissance au journalisme gonzo. Un recueil de textes qui vous donnera l'envie furieuse de ne plus vous cantonner à votre petit monde, votre opinion et vos propres acquis, mais d'élargir votre champ de vision comme elle a su si bien le faire tout au long de sa vie tumultueuse. Voilà pour mes propres recommandations. Si vous en avez à partager, les commentaires sont là pour ça, et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de jeter un œil à ma dernière vidéo de 40 minutes, Villes antagonistes, où, à travers l'étude d'œuvres de fictions et de faits réels, je pose la question suivante: les villes sont-elles devenues nos ennemis? Merci et à bientôt.